L'idée que les fibres nous protègent contre le cancer du côlon. On l'entend partout, c'est presque devenu un dogme. Mais si je vous disais que cette certitude, elle reposait sur une hypothèse qui, scientifiquement, s'est avérée plutôt bancale. C'est l'histoire incroyable qu'on va explorer aujourd'hui. Comment une simple observation faite en Afrique dans les années 60 par un chirurgien britannique a pu lancer une véritable révolution dans nos assiettes. On va décortiquer ensemble la naissance de cette fameuse hypothèse des fibres, voir comment la science l'a mise à l'épreuve et surtout comprendre pourquoi, malgré les doutes, elle a complètement triomphé. Et pour ça, on s'appuie sur un article vraiment passionnant de Pierre Fraser qui s'intitule « Fibres, l'hypothèse qui a changé la nutrition même si elle était bancale ». Notre but, c'est de comprendre comment une idée, même contestée, peut s'ancrer aussi profondément dans la culture populaire et façonner ce qu'on mange. Parfait. Alors, on commence par le début. Années 60. On est en Afrique. Qui est ce chirurgien et qu'est-ce qu'il voit de si particulier? Alors, il s'appelle Dennis Burkitt. C'est un chirurgien britannique et il passe une vingtaine d'années en Ouganda. Et sur le terrain, il est frappé par un truc. Quoi donc? Les maladies qui sont des vrais fléaux en Occident, eh bien là-bas, dans les populations rurales africaines, elles sont quasiment absentes. Et la première d'entre elles, c'est le cancer du côlon. Et il fait tout de suite le lien avec ce que les gens mangent. Exactement. Il observe que leur régime alimentaire n'a rien à voir avec le nôtre. Il est hyper riche en végétaux, donc en fibres, et avec très peu d'aliments transformés. Alors que nous, en Europe ou aux États-Unis, Mais c'est l'inverse. Beaucoup plus de viande, de sucre, de farine raffinée, et donc beaucoup moins de fibres. Et il remarque la même chose pour ce qu'il appelle les maladies de la civilisation. La constipation, bien sûr, mais aussi les diverticules. les diverticules, juste pour rappeler, ce sont ces petites poches qui se forment sur la paroi du côlon, c'est ça? Et qui peuvent s'infecter. C'est exactement ça. La diverticulite, ça peut être très douloureux. Donc pour Burkitt, le tableau est limpide. Il y a un lien direct entre une alimentation pauvre en fibres et toutes ces maladies du côlon. Mais jusque-là, bon, c'est une corrélation. Et en 1971, il va plus loin. Oui, il franchit un cap. Il ne se contente plus de décrire, il formule une théorie. La fameuse hypothèse de Burkitt. Voilà, on l'appellera l'hypothèse des fibres. Il affirme qu'un régime riche en fibres a un effet protecteur. L'idée est simple, presque mécanique. Plus de fibres, ça donne plus de volume dans les selles, le transit est plus rapide. Et donc, les substances potentiellement cancérigènes restent moins longtemps en contact avec le côlon. Logique. C'est simple, ça semble logique, et ça va faire l'effet d'une bombe. Je comprends le succès. Le message est hyper clair, facile à appliquer. Mangez des fibres, vous éviterez le cancer. Mais j'imagine que la science, elle, ne s'est pas arrêtée à cette belle histoire. Quand est-ce que les premiers doutes sérieux apparaissent? Il faut attendre un peu les années 90, en fait, pour que les grosses études commencent à livrer leurs résultats. Et c'est là que, disons, le récit commence à se fissurer. Le premier gros pavé dans la mare, il arrive en 1990. Et il vient d'où? De la British Nutrition Foundation, une institution très sérieuse. Ils analysent toutes les données de l'époque et leur conclusion est radicale. C'est-à-dire? Ils disent que l'hypothèse n'est pas fondée. Pas fondé du tout. Ni pour le cancer colorectal, ni pour le syndrome du côlon irritable, ni même pour le diabète ou les maladies cardiovasculaires. C'est un premier avertissement très sévère. Ah oui, c'est pas juste il faut plus de recherche, c'est carrément ça ne tient pas. Exactement. Et ça continue, parce que j'ai toujours en tête cette idée que le son de blé, par exemple, c'est le remède miracle pour le côlon irritable. Ça aussi, c'est remis en cause? Totalement. En 1994, des chercheurs décident de tester ça, mais avec la méthode la plus rigoureuse possible, des études en double aveugle. C'est important de le préciser. Ça veut dire que ni les patients, ni les médecins ne savent qui prend le vrai produit, ici le son de blé, et qui prend un placebo. Le but, c'est d'être sûr que ce n'est pas juste psychologique. Précisément, c'est le standard en recherche médicale. Et le résultat est sans appel. Le son de blé n'apporte aucun bénéfice par rapport au placebo. L'amélioration que certains ressentent, C'est un effet placebo. probablement. Pire encore, les chercheurs notent qu'une consommation excessive de son de blé, qui est très irritant, pourrait même favoriser ce syndrome chez certaines personnes. Incroyable! Le seul truc qui est vraiment confirmé, c'est son efficacité contre la constipation. Ça, oui, ça marche. C'est mécanique. Attends, c'est énorme. Donc on a une institution majeure qui dit que l'hypothèse est infondée, des études qui démontent un des bienfaits les plus connus, mais le coup de grâce, il arrive quand? Il arrive en 1997. C'est une étude américaine monumentale, la Nurses Health Study, menée par Harvard.
Là, on parle d'un suivi de presque 90 000 infirmières sur 16 ans. C'est une échelle colossale. Et la conclusion, elle dit quoi? Elle dit qu'une consommation élevée de fibres ne diminue absolument pas le risque de développer un cancer du côlon, Ah, ni des polypes, qui en sont souvent les précurseurs. C'est une réfutation en bonne et due forme de l'idée centrale de Burkitt. je suis perplexe. On a des études massives, des institutions prestigieuses. Logiquement, l'idée aurait dû être, sinon abandonnée, au moins très fortement nuancée. On pourrait le croire. D'ailleurs, la communauté scientifique commençait à être vraiment mal à l'aise. En 96, un an avant cette grande étude, l'Imperial Cancer Research Fund, une autre organisation de premier plan, lance un avertissement très fort. Ils disent quoi en clair? Il demande la plus grande retenue sur l'ajout de fibres dans les aliments et exige qu'on arrête avec les allégations de santé non fondées sur les emballages. En gros, ils disent aux industriels, arrêtez de vendre ça comme un remède miracle, on n'a pas les preuves. C'est ça. Et pourtant, c'est là que l'histoire est fascinante. C'est le grand paradoxe. Malgré tout ça, l'idée de la fibre protectrice, non seulement elle ne va pas disparaître, mais elle va exploser. Et la clé, en fait, elle n'est plus dans la science. Elle est dans le contexte culturel de l'époque, aux années 50. C'est le début d'une autre grande saga, la guerre contre le cholestérol. Tout part d'une étude américaine, la Framingham Heart Study, qui montre un lien fort entre cholestérol et maladie cardiaque. Et là, tout bascule. Complètement. Le gras devient l'ennemi public numéro 1. Et l'article explique qu'on passe d'une nutrition positive à une nutrition négative. C'est-à-dire? Avant, on disait « manger de la viande, des œufs pour être fort ». Après, le discours devient « ne mangez pas de gras, attention aux calories pour ne pas tomber malade ». La peur du risque remplace la promesse de vitalité. On commence à regarder son assiette en se demandant ce qui va nous tuer. Exactement. Et le symbole de ça, c'est l'étiquette nutritionnelle sur les emballages. On ne voit plus en aliments, on voit une liste de composants à surveiller. Et en parallèle, une autre idée émerge, celle de mode de vie. Oui, le concept de lifestyle explose dans les années 60. L'idée s'installe que la santé devient une responsabilité individuelle. Si on tombe malade, c'est un peu de notre faute, parce qu'on n'a pas fait les bons choix de vie. Ça met une pression énorme sur les gens. Et dans ce climat de peur, du gras et de responsabilité, l'hypothèse des fibres, elle, arrive à point nommé. C'est le puzzle qui s'assemble parfaitement. L'article mentionne même un allié inattendu, Ah bon? Lequel? la contre-culture hippie. En prônant un retour à la nature, elle a popularisé les aliments complets, le riz brun, des lentilles, bref, des aliments riches en fibres, en leur donnant une aura de pureté, de santé. Et ces idées ont infusé dans toute la société. Ok, je vois le tableau. On a un public qui a peur du gras, qui se sent responsable de sa santé, qui est attiré par le naturel. L'industrie agroalimentaire a dû voir une autoroute s'ouvrir devant elle. Une opportunité en or massif, oui. Le label riche en fibres est devenu un argument marketing surpuissant. Ça coche toutes les castis. C'est naturel, ça combat une maladie qui fait peur, et ça permet aux consommateurs de faire un bon choix. C'est un gage de vertu instantané. Et c'est le début de ce que l'article nomme le marketing de l'ingrédient magique. Tout à fait. Ça va exploser dans les années 80 avec d'autres stars comme les oméga 3 ou les antioxydants. La logique est toujours la même. On prend un régime sain, comme le régime méditerranéen, on isole un seul composant, les oméga 3 du poisson par exemple, On le présente comme la solution miracle. et l'étape finale, c'est qu'on l'extrait et on l'ajoute à des produits ultra transformés. Et on se retrouve avec de la margarine ou des œufs enrichis en oméga 3. Le produit de base n'est peut-être pas terrible, mais l'ingrédient magique le transforme en aliment santé. C'est une stratégie de génie. Ça me fait penser à ces paquets de gâteaux pour enfants, bourrés de sucre, mais sur lesquels il y a écrit en gros « riche en fibres ». Le label vertueux déculpabilise l'achat d'un produit qui, nutritionnellement, est très médiocre. Ça court-circuite complètement une approche globale. On ne juge plus l'aliment, on juge la présence ou l'absence d'un nutriment à la mode. Réduit en sel, sans cholestérol, c'est un jeu sans fin. L'histoire des fibres est vraiment l'exemple fondateur de cette approche. Donc, si on résume ce parcours fou, on part d'une observation pertinente en Afrique, qui devient une hypothèse scientifique séduisante. Cette hypothèse est ensuite mise à mal par la science, mais au lieu de disparaître, elle est récupérée par le marketing et devient une vérité populaire. C'est exactement ça. L'article cite la revue The Lancet qui, à la mort de Burkitt, a publié une nécrologie très juste.
En gros, il disait que ces hypothèses avaient été abandonnées par la science, mais que son travail avait galvanisé la recherche en nutrition et changé nos habitudes alimentaires. Il a posé les bonnes questions, même si les réponses n'étaient pas les bonnes. Voilà. Et ça montre bien que manger sain, ce n'est pas juste de la science pure. C'est une construction sociale. Un mélange de science, oui, mais aussi de marketing, de peur, de culture. Absolument. Et pour être juste, il faut préciser que si le lien avec le cancer du côlon a été démenti, d'autres études ont suggéré un rôle des fibres dans la prévention de maladies cardiovasculaires. Mais le grand récit initial, celui qui a tout lancé et qui est resté, lui, il était bien plus fragile qu'on l'imagine. Ce qui prouve qu'une bonne histoire est parfois plus forte qu'une pile de bonnes études. C'est souvent le cas. Et ça nous amène à une pensée pour conclure. Maintenant qu'on sait que notre vision du sain est le produit d'une histoire, de marketing, d'hypothèses parfois dépassées, comment on regarde les emballages aujourd'hui? La prochaine fois qu'on voit un produit crié riche en X ou sans Y, la vraie question n'est peut-être pas « est-ce que cet ingrédient est bon pour moi ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette allégation cherche à me faire oublier sur le reste du produit ?»